Le brouhaha de la gare s'infiltrait dans mes os. Un mélange d'odeurs de métal chauffé, de poussière de charbon et de quelque chose de douceâtre, d'inquiétant, comme l'odeur de l'ozone avant un orage. Je tenais Étienne par le bras, mais son coude me semblait étranger, dur comme la pierre. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était faussement enjouée, presque joyeuse. « C'est une surprise !»« De vraies vacances. Tu as tellement fait pour nous, pour Claire et moi, tellement gardé les petits-enfants. Tu mérites un repos dans un endroit calme, un soi-disant sanatorium, de l'air pur, du calme. » Je hochai la tête, observant les wagons défraîchis de notre train. Un sanatorium, curieusement, impliquait un voyage dans un vieux compartiment de train de nuit, et non un billet pour un TGV confortable. Il y avait dans tout cela une précipitation, une fébrilité qui ne collait pas avec l'idée d'une attention bienveillante, comme s'ils ne cherchaient pas à m'offrir un repos, mais à m'éloigner au plus vite de la maison. Une boule froide de suspicion s'était formée dans ma poitrine. Elle était apparue dès le matin, quand Claire, ma belle-fille, m'avait embrassé sur la joue pour me dire au revoir, sans jamais croiser mon regard. Ses yeux glissaient sur le mur, sur mon sac, partout, sauf sur moi, comme si elle craignait que je lise dans ses prunelles quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Et maintenant, cette agitation sur le quai, ce train bon marché, tout cela sentait le mensonge. « Voilà, maman, ta place près de la fenêtre comme tu aimes. » Étienne a jeté mon unique sac, étonnamment léger, sur la couchette supérieure. Je n'avais presque rien emporté. « Tout est fourni là-bas, maman, ne prends rien d'inutile », avait répété Claire. Je me suis assise sur la couchette rigide, recouverte d'un sky usé. Le compartiment était étroit, sentait la poussière ancienne et quelque chose de vaguement acide. Étienne s'est attardé un instant, a ajusté le rideau à la fenêtre, a tiré la couverture. Cette sollicitude était si fausse, si théâtrale, qu'elle ne faisait qu'accentuer mon amertume. Il jouait le rôle du fils aimant et semblait vouloir y croire désespérément. « Bon, maman, je vais y aller. Le train va partir. Repose-toi, reprends des forces. Je t'appellerai quand tu seras en route. » Il m'a serré dans ses bras, fort, une seconde, peut-être trop fort. J'ai senti la tension dans son dos. Ce n'était pas un adieu, c'était une rupture. Puis il est sorti rapidement, sans se retourner. J'étais seul. Le silence n'était troublé que par le grondement de la gare à travers la fenêtre. Je me suis appuyé contre la vitre fraîche, légèrement embuée, et je l'ai suivi du regard. Il ne se dirigeait pas vers la sortie. Il longeait le wagon, cherchant quelqu'un des yeux. Puis je l'ai vu, le contrôleur. Un homme en veste d'uniforme, le visage fatigué, marqué par le vent. Étienne s'est approché de lui. Je regardais, incapable de détourner les yeux. J'ai vu Étienne parler rapidement, avec insistance. J'ai vu sa main plonger dans sa poche, puis glisser quelque chose dans la paume du contrôleur. Des billets froissés. Le contrôleur a froncé les sourcils, a semblé vouloir refuser, mais Étienne a ajouté quelque chose. Il était de profil, et moi, ancienne bibliothécaire habituée au silence et aux détails, j'ai plus lu sur ses lèvres que je n'ai entendu à travers la vitre et le bruit. Débarquez-la à la gare la plus lointaine, qu'elle y reste. Il l'avait dit. Mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais bercé, pour qui j'avais cuisiné des tartes, pour qui j'avais économisé sur ma pension pour offrir des cadeaux. Celui pour qui j'avais vendu, sans hésiter, l'appartement de mes parents, mon seul vrai foyer, pour qu'il puisse s'acheter une maison de campagne. Le monde ne s'est pas effondré. Le ciel ne s'est pas ouvert. Aucun cri n'a explosé en moi. Au contraire, tout est devenu très silencieux. Le bruit de la gare, les voix, les sifflets, tout s'est retiré derrière une épaisse paroi de verre. Et dans mes veines, partant du cœur, une glace lente, très lente, a commencé à se répandre. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la clarté. Une clarté effrayante, absolue, cristalline, comme si un voile s'était levé de mes yeux après des décennies et que je voyais enfin tout tel que c'était. Pas un fils, mais un homme faible, cupide. Pas un repos mérité, mais une trahison. Étienne s'est retourné et a filé, presque en courant.
Il n'a pas regardé en arrière une seule fois. Il savait que je l'observais. Il avait peur de croiser mon regard. Le train a tressauté, une fois, 2 fois, puis s'est mis à avancer doucement, m'emportant loin du quai, de la ville, de toute ma vie d'avant. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté droite, regardant par la fenêtre qui s'assombrissait, sentant la glace en moi se transformer en acier. La porte du compartiment a grincé doucement et s'est ouverte. Le contrôleur est entré. Un homme d'environ 70 ans, grand, les cheveux gris, avec de profondes rides autour des yeux. Il n'a pas regardé mon billet. Il m'a regardé, moi. Son regard était long, scrutateur. Il n'y avait ni avidité ni indifférence comme je m'y attendais. Il y avait de la reconnaissance. Il s'est avancé lentement. Son visage si fatigué sur le quai s'est transformé. Les rides autour de ses yeux se sont adoucies, et dans ses prunelles, j'ai vu l'éclat de quelque chose de longtemps oublié, presque impossible, de l'incrédulité. Un choc. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, et le silence dans le compartiment est devenu si dense qu'on aurait pu le toucher. « Hélène ?» Sa voix était basse, rauque, mais il a prononcé ce nom comme personne ne l'avait fait depuis 50 ans. Pas Hélène Dubois, mais Hélène. Mon nom de jeune fille, mon surnom d'enfant. Quelque chose en moi a vacillé. Cet acier forgé dans la glace a vibré comme une corde. J'ai scruté son visage, ses yeux gris comme le ciel de la Seine, la ligne de ses lèvres. Un souvenir, enseveli sous un demi-siècle de vie, a ressurgi avec une force qui m'a coupé le souffle. « C'est moi, Émile », a-t-il murmuré, comme s'il lisait mes pensées. Il s'est avancé et a pris ma main, doucement, presque avec révérence. Sa paume était large, chaude, rugueuse. Un contact fantôme d'une vie que je croyais à jamais enterrée sous les décombres du temps. « Il est parti », a dit Émile, sa voix devenant ferme, assurée. Il a fait un signe vers la fenêtre où les faubourgs de la ville défilaient déjà. « Tu n'iras à aucune gare lointaine. Mon trajet va jusqu'à Paris. Ma fille y vit, elle est avocate. Viens avec moi, Hélène. Écrivons une autre fin à notre histoire. » Il me regardait, et dans ses yeux, je ne voyais pas de la pitié. Je voyais le passé, devenu soudain présent. Je voyais une chance. Pas de vengeance, non. Quelque chose de plus grand. La justice, la possibilité de me retrouver. Et moi, qui un instant plus tôt étais une vieille femme jetée au bord du chemin, j'ai senti une force calme, déterminée, se répandre dans tout mon corps. J'ai serré sa main un peu plus fort. C'était ma réponse. Mon premier pas hors de ce wagon qui devait être ma prison. Mon premier pas vers une nouvelle vie. En serrant ma main en retour, il a hoché la tête comme si nous avions scellé un pacte silencieux, mais indestructible. Puis il a doucement refermé la porte du compartiment, nous isolant de la lumière blafarde du couloir et des pas traînants des rares passagers. Nous étions seuls dans ce petit monde, filant à travers l'obscurité, avec 50 ans de silence suspendus entre nous. Il a apporté 2 verres dans des porte-gobelets métalliques, et l'arôme du thé noir chaud a empli le compartiment. Le cliquetis des roues était régulier, apaisant. Il ne me pressait pas. Il était simplement assis en face de moi, me regardant, et dans son regard, il y avait un mélange de regret, de tendresse et d'une douleur ancienne, si bien que j'ai compris qu'il n'avait jamais oublié, lui non plus. « On m'a muté », a-t-il dit enfin, brisant le silence. Sa voix était posée, sans éclat, comme celle d'un homme qui a répété ces mots des centaines de fois dans sa tête. « Mon père, tu te souviens? Il était militaire. » L'ordre est arrivé soudainement. On avait 48 heures pour partir. Je n'ai même pas pu te dire au revoir correctement. J'ai laissé une note devant chez toi. Ensuite, j'ai écrit presque chaque semaine pendant 1 an. Mais tu n'as jamais répondu. J'ai cru que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, que tu m'avais oublié. Le cliquetis des roues semblait scander. Tu n'as pas répondu, tu n'as pas répondu. Mais je n'avais rien reçu. Pas une lettre, pas un mot. Une douleur aiguë a percé l'acier en moi, mais je l'ai repoussé. Ce n'était pas le moment de rouvrir de vieilles blessures. C'était le moment de la vérité. Je me suis mise à parler, et les mots coulaient, étonnamment facilement, sans larmes ni apitoiement.
Ma voix était calme, comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Je lui ai parlé de mon mariage, de la naissance d'Étienne, de comment j'avais tout sacrifié pour lui, renonçant à mes petits plaisirs pour qu'il ait une belle vie. De la vente de l'appartement de mes parents, plein de livres et de souvenirs, pour qu'il puisse s'acheter une maison de campagne. Pas une maison, un manoir, un endroit où il serait heureux, disait-il. Je lui ai raconté comment j'avais emménagé dans leur petit appartement en ville, devenant nounou, cuisinière et femme de ménage gratuite. Comment Claire faisait la grimace si je m'asseyais dans le salon pour regarder la télévision. « Maman, vous devriez vous reposer dans votre chambre, vous êtes fatiguée d'être debout toute la journée. » Ma chambre, un ancien débarras, 6 mètres carrés sans fenêtre. Je lui ai dit comment il prenait presque toute ma pension pour les dépenses communes. Comment mes petits-enfants, imitant leurs parents, m'appelaient « Mamie Hélène », celle qui nous aide, comme si j'étais une domestique, pas un membre de la famille. Émile écoutait en silence, sans m'interrompre. Ses doigts se crispaient lentement sur la table, ses mâchoires se serraient. Il me regardait, et dans ses yeux, je voyais non pas de la pitié, mais une colère. Une colère pour moi, celle que je ne m'autorisais pas à ressentir. Au petit matin, alors que le train approchait de la gare de Lyon à Paris, le jour gris et humide se levait sur les forêts et les champs. « Ils ne t'ont pas juste mise dehors, Hélène », a-t-il dit doucement. « Ils t'ont effacé de leur vie, morceau par morceau. Et ils pensaient que tu ne le remarquerais pas. » À la gare, une jeune femme nous attendait. Grande, droite, avec la posture d'Émile et ses yeux gris, mais vifs et professionnels. « Maman Hélène, bonjour, je m'appelle Camille. » Elle m'a serré la main avec assurance. « Papa m'a tout raconté. Venez chez nous, on prendra un café, vous pourrez vous reposer. » Son appartement sur l'île Saint-Louis était lumineux, épuré, avec un ordre apaisant. Pendant qu'Émile s'affairait à la cuisine, Camille s'est assise face à moi avec son ordinateur portable. Elle écoutait mon récit de la nuit, son visage devenant de plus en plus grave. « D'abord, nous allons signaler votre présence pour qu'ils ne puissent pas vous déclarer disparu, ou pire, atteinte de démence. On ira au commissariat écrire une déclaration simple. Je, Hélène Dubois, suis à Paris, chez des amis. Merci de ne pas me déranger. Ce sera notre premier coup sur l'échiquier. » Au commissariat, je me sentais étrangement calme. Un jeune lieutenant a pris ma déclaration avec un air ennuyé, mais sous le regard sévère de Camille, qui a présenté sa carte d'avocate, il s'est montré plus attentif. J'écrivais d'une main ferme, chaque lettre comme un acte de respect de moi-même. Je n'étais plus une vieille femme anonyme qu'on pouvait abandonner dans une gare perdue. J'avais un nom, et je revendiquais mon droit à l'avoir. De retour à l'appartement, je me suis senti en sécurité pour la première fois depuis des années. Émile m'a enveloppé d'une couverture, Camille tapait sur son clavier, cherchant des informations dans des bases de données professionnelles, vérifiant des adresses et des numéros cadastraux. Je me suis assoupi au son de ses touches, sans rêver de train ni du regard froid de ma belle-fille. À mon réveil, le silence régnait. Camille fixait son écran, immobile. Émile, derrière elle, avait la main sur son épaule. Le soleil couchant éclairait son visage, pâle et dur comme la pierre. Le téléphone a sonné, strident, insistant. C'était mon vieux portable, silencieux jusqu'alors. Le nom d'Étienne s'affichait. « Ne décrochez pas », a dit Camille d'une voix d'acier. Elle a attendu que l'appel cesse, puis a parlé. Grâce à mes contacts dans des bases de données juridiques, j'ai vérifié les documents de la maison. Elle a été achetée avec l'argent de la vente de votre appartement, c'est facilement prouvable. Mais ce n'est pas tout. Il y a 3 semaines, un prêt a été contracté avec cette maison comme garantie. Un prêt très important, plusieurs millions d'euros. Puisque vous étiez la principale investisseuse dans l'achat de cette propriété, votre consentement notarié était requis pour ce prêt. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce consentement existe dans les dossiers de la banque, avec votre signature, sauf que cette signature est un faux grossier. Je n'ai pas tressailli, je n'ai même pas cligné des yeux. Je regardais Camille, son visage sérieux, concentré, et je sentais le froid de la gare se transformer en un métal lisse et dur.
Ce n'était plus du chagrin ni de l'offense. C'était une compréhension. La compréhension que la frontière entre la mesquinerie familiale et le crime avait été franchie. Mon fils et sa femme n'étaient pas juste des enfants ingrats. C'étaient des escrocs. Escroquerie en bande organisée, a dit Camille à voix haute, exprimant ma pensée. Sa voix était neutre, comme celle d'un chirurgien posant un diagnostic. Une infraction grave. Je vais préparer les documents. Il nous faudra une expertise graphologique, mais c'est une formalité. L'essentiel est de prouver l'intention. Alors que je m'adossais au canapé, une image nette m'est revenue. Pas le visage d'Étienne, ni le rictus de Claire. Une pièce. La bibliothèque au premier étage de leur maison de campagne, qu'ils appelaient fièrement ainsi. Quand j'ai accepté de vendre mon appartement, j'avais posé une seule condition, que les livres de mon défunt mari aient une pièce dédiée, sèche et lumineuse. Paul, mon mari, les avait collectionnés toute sa vie. Ce n'était pas une simple collection, c'était sa passion discrète. Des éditions rares de classiques, des recueils de poètes de l'ère moderne, des livres dédicacés qu'il dénichait chez les bouquinistes. Il n'était pas riche, mais il avait un flair pour repérer les trésors sous des couvertures poussiéreuses. Après sa mort, ses livres étaient devenus mon encre, mon lien avec notre passé commun. Chaque livre avait son odeur, de cuir, de vieux papier, de fleurs séchées que j'y glissais parfois. Lors de mon déménagement, j'avais emballé chaque livre moi-même, surveillé les déménageurs et disposé les ouvrages sur les étagères neuves. J'avais un catalogue, un simple cahier d'écolier où, des années plus tôt, j'avais noté chaque livre, auteur, titre, année, particularité. Reliure en cuir gaufré, page jaunie, dédicace sur la page de garde. Ce cahier était resté dans le débarras, dans un tiroir de la commode, avec mes papiers. Camille, ai-je appelé doucement. Elle a levé les yeux de son écran. Émile, toujours à mes côtés, s'est approché. Mes livres. La collection de mon mari. Ils sont là-bas, à la maison. Je peux en faire la liste de mémoire. Les plus précieux. Les yeux de Camille se sont aiguisés. Elle a compris sans un mot. Lesquels? Victor Hugo, Les Misérables, édition originale de 1862. Balzac, Le Père Goriot, 1835. Un recueil de poèmes de Verlaine avec sa signature. Je récitais, et Camille tapait rapidement, ouvrant des sites de librairies anciennes, d'enchères en ligne, de forums de collectionneurs. Il ne s'agissait pas d'espoir, mais d'une sombre nécessité de vérifier une intuition funeste. S'ils avaient falsifié une signature pour un prêt, qu'est-ce qui les empêcherait de vendre des biens qui ne leur appartenaient pas? Mon téléphone a vibré à nouveau sur la table. Étienne, encore, le 5e appel de la soirée. Après ma déclaration au commissariat, ils avaient compris que je n'étais pas perdu dans une gare oubliée. Leur plan avait échoué. Je regardais l'écran, ce nom à la fois si familier et si cruellement étranger. Une partie de moi, la vieille mère, voulait décrocher et hurler. « Comment as-tu pu ?» Mais l'autre, la nouvelle, froide et forte, observait simplement. « Laissez », a dit Camille sans quitter son écran. « Qu'il appelle, qu'il s'inquiète, qu'il fasse des erreurs. Le silence est notre meilleure arme. » L'appel s'est arrêté. Un message est arrivé. « Maman, où es-tu? On est fou d'inquiétude. Appelle, je t'en prie. » Inquiétude. Quel mot hypocrite, parfaitement choisi. Je les imaginais dans leur bel appartement, Claire rongeant ses ongles, sifflant sur son mari, Étienne pâle, en sueur, faisant les 100 pas, ne sachant s'il devait craindre davantage le scandale ou la colère de sa femme. Je n'ai pas répondu. Je regardais Camille parcourir les pages web. Émile m'a apporté un autre thé, sa main effleurant mon épaule. Ce simple geste valait tous les mots de réconfort. Il était là, avec moi. Le passé, que je croyais perdu, était devenu mon seul véritable allié. 1 heure, peut-être plus, à passer. Les crépuscules bleus de Paris s'épaississaient dehors. Camille travaillait en silence, ne laissant échapper qu'un grognement occasionnel quand un site se révélait inutile. Puis elle s'est figée. « Trouvé », a-t-elle murmuré si bas que j'ai à peine entendu. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était le site d'un libraire privé,
de ceux qui servent les collectionneurs sérieux, privilégiant la discrétion. Parmi les ventes récentes, des photos. Mon Hugo, la couverture abîmée, cette tache familière. Puis Balzac et le recueil de Verlaine. Vendus, tous, au cours du dernier mois. Je regardais ces images numériques, incapable de respirer. Ils n'avaient pas seulement pris un prêt, ils ne voulaient pas seulement se débarrasser de moi. Ils avaient, méthodiquement, froidement, détruit les derniers vestiges matériels de ma vie, de ma mémoire. Ils avaient découpé mon passé, le vendant pièce par pièce. « Qui est le vendeur ?» a demandé Émile, la voix lourde de colère contenue. « Un intermédiaire », a répondu Camille, pointant une ligne du descriptif. Mais dans la partie confidentielle de la transaction à laquelle j'ai accès via des bases professionnelles, le nom du consignataire est indiqué, Claire Dubois. Claire. Pas Étienne qui aurait peut-être hésité ou eu honte. Elle, efficace, pragmatique, pour qui les livres de mon mari n'étaient qu'un tas de vieux papiers à monnayer. À cet instant, j'ai compris qu'il me considérait déjà comme morte, une vieille femme effacée dont la voix ne comptait plus, dont les trésors pouvaient être pillés en plein jour. Ils pensaient m'envoyer à un dernier voyage, une victime muette. Ils ignoraient qui ils affrontaient. Ils ne savaient pas que dans ce train filant vers nulle part, je retrouverais mon passé. Et mon avenir. J'ai lentement refermé l'ordinateur. Le clic a résonné comme un verdict. Pas pour eux, pour moi. Le verdict de ma vie passée, de mes illusions. Tout était fini. Nous avons maintenant des preuves, non seulement d'escroquerie, mais aussi de vol, a dit Camille calmement, un feu froid dans les yeux. Cela aggrave considérablement leur faute. Nous allons tout rassembler, et frapper fort, une seule fois. Les jours suivants furent une étrange attente tendue. Camille travaillait sans relâche, rédigeant des requêtes, rassemblant des documents, préparant une plainte. Elle était comme un général préparant une bataille décisive. Émile m'entourait d'une attention silencieuse mais palpable. Nous nous promenions le long de la Seine. Il me montrait ses cours préférés, me parlait de sa vie, de sa femme décédée, de son travail, de sa fille dont il était si fier. Je parlais peu, absorbant cette ville, ce calme, cette nouvelle réalité où l'on me voyait, m'entendait, me respectait. Pendant ce temps, mon téléphone, posé sur la commode, devenait un instrument de torture. Constatant que je ne répondais pas à leurs appels paniqués, Étienne et Claire ont changé de tactique. Ils ont commencé à contacter mes proches. D'abord ma cousine de Bordeaux, la voix tremblante de larmes sur le répondeur. « Hélène, que se passe-t-il » Étienne m'a appelé en pleurs, disant que tu avais perdu la tête et que tu avais disparu. On s'inquiète tellement pour toi. Donne des nouvelles à ma chérie. Puis une vieille collègue de la bibliothèque. « Hélène, c'est Marie. Ta belle-fille m'a appelé. Claire dit que tu as des trous de mémoire, que tu pourrais être n'importe où. Mon Dieu, si tu entends ça, trouve un policier, demande de l'aide. On te cherche partout. » Et ainsi de suite. Des cousins éloignés, d'anciens voisins, des connaissances. Le même scénario. Étienne et Claire appelaient tous ceux dont ils avaient le numéro, jouant les enfants éplorés face à une mère sénile disparue. Je les écoutais, assise sur le canapé de Camille, tandis qu'Émile mettait le haut-parleur. Chaque mot était un coup de fouet. Il ne voulait pas seulement me voler. Il voulait détruire ma personne, mon nom, bâti sur une vie d'honnêteté. Il me transformait en une vieille folle aux yeux de tous ceux qui me connaissaient, m'arrachant mon passé, ma réputation, ma dignité. Je dois leur répondre. Ai-je lâché après un message larmoyant? Je dois leur dire la vérité. À tout le monde. Surtout pas, m'a arrêté Camille d'un ton ferme. Elle s'est assise face à moi. Vous comprenez ce qu'ils font? Ils se fabriquent un alibi. Ils manipulent l'opinion. Si vous appelez maintenant pour crier à l'escroquerie, qui croira-t-on? Les enfants désespérés ou la mère démente qui divague? Chaque éclat émotionnel sera utilisé contre vous. Ils diront, voyez, on vous l'avait dit, elle est agressive, incohérente, il faut garder la tête froide, maman Hélène. Patience. Elle avait raison.
Mais c'était insupportable d'écouter ces gens m'enterrer vivante. Émile voyait mon état. Ce soir-là, il m'a pris la main et m'a emmené dehors. Nous avons marché dans les ruelles calmes, il parlait des étoiles, des bateaux, de choses simples et éternelles. Il ne me consolait pas. Il était là, et son calme éteignait le feu en moi, ne laissant qu'une résolution froide et dure. Je tiendrai, j'attendrai. Puis, un appel a tout changé. C'était un numéro familier, celui d'Anne, ma voisine de l'ancien appartement. Nous avions vécu 30 ans sur le même palier, une femme pragmatique, au verbe vif et au regard perçant. Je m'attendais à une nouvelle vague de pitié mêlée de reproches, mais sa voix sur le répondeur était différente, complice. « Hélène, c'est Anne. Je ne sais pas où tu es, ni ce qui t'arrive, mais je ne crois pas aux sornettes de ton fils à propos de ta santé mentale. Je te connais mieux qu'eux. Écoute bien. J'étais à ma maison de campagne, près de leur grand manoir. J'ai vu Claire il y a 2 jours. Elle désherbait mes plates-bandes. Elle montrait la maison à un type en costard, un agent immobilier, j'en suis sûr. Je passais par là, soi-disant pour chercher des champignons, et j'ai entendu des bribes. Elle parlait d'une vente rapide en liquide et d'émigration. En Espagne, paraît-il, son mari a une super opportunité de travail. Alors, Hélène, je ne sais pas ce qu'ils t'ont raconté, mais tes gosses préparent un sale coup. Sois prudente. Le message s'est arrêté. Camille, Émile et moi avons échangé un regard. Dans le silence assourdissant, les pièces du puzzle ont formé une image hideuse. La vente de mon appartement, l'achat du manoir, la fausse signature, le prêt colossal, la vente des livres, la comédie de ma démence. Et maintenant, la vente précipitée de la maison. Le plan était d'une simplicité monstrueuse. Prendre un prêt avec la maison en garantie, la vendre en liquide, puis disparaître en Espagne avec les 2 sommes, laissant la banque saisir une maison déjà vendue. Et moi, une vieille folle, perdue quelque part. Personne ne me chercherait. Ils ne voulaient pas seulement m'écarter. Ils voulaient orchestrer une arnaque, laissant derrière eux un champ de ruines. Je me suis levé et approché de la fenêtre. En bas, les gens vaquaient à leurs affaires, les lumières brillaient, la vie suivait son cours. Et moi, là-haut, je regardais l'abîme creusé par mon propre fils. Je ne ressentais ni peur ni douleur, juste une prise de conscience glacée, calme. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Je me suis tourné vers Camille. Ses yeux n'exprimaient plus de compassion mais de l'acier. « Maintenant, nous avons tout », a-t-elle dit doucement, chaque mot pesant comme une pierre. Le mobile, l'intention, le mode opératoire, la dissimulation, la fuite. Ce n'est plus une simple escroquerie, c'est une bande organisée. Les jours suivants ont pris un rythme clair et précis. Fini l'attente pesante. Camille était un tourbillon d'énergie, préparant des requêtes, rassemblant des preuves, rédigeant une plainte. Elle a retrouvé le notaire qui avait signé les documents, un homme bedonnant aux yeux fuyants. D'abord arrogant, il niait tout. Une femme est venue, elle avait un passeport, je ne suis pas expert en signature, tout était légal. Mais Camille était prête. Sans hausser le ton, elle a posé sur son bureau des impressions, la liste des livres vendus, les informations sur l'agent immobilier, les billets pour Malaga, réservés au nom de Claire. « Comprenez, monsieur Lefebvre », a-t-elle dit d'une voix presque douce, « pour l'instant, vous êtes témoin. Mais si l'on prouve votre complicité, vous deviendrez complice. Et ce sera une autre peine, sans parler de la perte de votre licence. Ma cliente était absente de votre bureau ce jour-là, et nous en avons la preuve. » Camille m'a raconté plus tard comment son visage est passé de la colère à la peur. Il s'est effondré, avouant qu'aucune femme n'était venue. Juste Claire, avec une procuration mal falsifiée et une enveloppe pleine de liquide. Elle a prétendu que sa belle-mère était trop faible pour se déplacer. Il a fermé les yeux pour l'argent. Son aveu, enregistré par Camille, était la pièce manquante d'un dossier désormais inattaquable. Ma tâche était différente. Je devais reconstituer mon propre parcours administratif. Avec l'aide d'Émile, j'ai obtenu des relevés de mon ancien compte bancaire, une ligne implacable, le virement de la vente de mon appartement pour l'achat du manoir. Puis j'ai sorti de mon sac quelques vieux albums photos,
emporté par instinct, les seules reliques de ma vie d'avant. Je les feuilletais, cherchant des images de mon ancien appartement. Voici le salon, avec une horloge ancienne en bois, cadeau de mon grand-père. La chambre, avec des chandeliers en argent, le trousseau de ma mère. Je marquais ces objets sur les photos, Camille notait. Ces biens, comme les livres, transportés au manoir pour être préservés, étaient désormais des preuves matérielles. Émile, à mes côtés, feuilletait un vieil album à la couverture de velours. Entre la dernière page et le dos, il a trouvé une liasse de lettres jaunies. Des enveloppes portant des tampons d'il y a 50 ans, l'adresse d'un bureau de poste militaire et mon nom, Hélène. Chacune marquée. Retour à l'envoyeur, destinataire inconnu. Je regardais l'écriture nette et penchée d'Émile, le souffle coupé. 50 ans qu'elles étaient là, à quelques centimètres de moi. 50 ans de silence que je croyais dû à son oubli, mais causé par une barrière dressée par quelqu'un. Nos regards se sont croisés, pleins de la douleur et de la confusion de ce temps perdu. Mais il y avait plus. Sous les lettres d'Émile, une autre enveloppe, plus récente, non cachetée. À l'intérieur, un feuillet plié, l'écriture maladroite de Paul, mon défunt mari, daté de l'année précédant sa mort, alors qu'il était gravement malade. Hélène, si tu lis ceci, je ne suis plus là. Je dois t'avouer un péché qui me hante. Quand nous nous sommes mariés, tu recevais des lettres. De lui, le pilote. Je voyais ton attente, ta tristesse. J'avais peur de te perdre, peur que tu compares l'ingénieur ordinaire que j'étais à cet héros. Alors je les prenais dans la boîte. Je ne les lisais pas, je les cachais. Je pensais que tu oublierais après un peu de chagrin. Pardonne-moi si tu peux. Je t'aimais, maladroitement, égoïstement. Mais je t'aimais. J'ai reposé la lettre. Le silence était absolu. Une deuxième trahison, différente, silencieuse, née de la peur et de l'insécurité, mais qui avait volé 50 ans de ma vie, l'idée qu'on m'avait oubliée. J'ai regardé Émile. Toute la douleur, les malentendus, les non-dits se sont dissipés. Nous étions des victimes de mensonges étrangers. Nos vies avaient divergé, non par notre choix. Cette révélation ne m'a pas brisé, elle m'a donné de la force. Ma lutte contre Étienne et Claire n'était plus une simple vengeance. C'était une bataille pour la vie qu'on m'avait volée, pour un avenir sans mensonge. J'ai rangé les lettres dans les documents. Des preuves, pas pour le tribunal, mais pour moi. J'ai posé ma main sur celle de Camille. « Il est temps », ai-je dit. Elle a hoché la tête. Le plan était simple et implacable. Le lendemain, Camille, armée de toutes les preuves, s'est rendue à la banque au service antifraude. Sans menacer ni supplier, elle a posé un dossier sur le bureau du chef de la sécurité, l'aveu du notaire, l'expertise graphologique, les ventes aux enchères, les billets pour Malaga, les déclarations de l'agent immobilier. Elle a expliqué clairement. La banque risquait de perdre des millions. Ils pouvaient poursuivre des escrocs en fuite ou coopérer pour rétablir la justice et récupérer leur argent. Les banquiers, pragmatiques, ont immédiatement accepté de collaborer. Le piège était tendu. La banque a appelé Claire, prétextant une petite erreur technique dans les documents du prêt, nécessitant la présence des 2 emprunteurs à la maison de campagne dans 2 jours pour vérifier les papiers. Ils ne pouvaient refuser sans éveiller les soupçons. Ils devaient jouer les clients modèles jusqu'au bout. La veille, j'ai passé la journée avec Émile. Nous n'avons pas parlé de ce qui nous attendait. Il m'a emmené au bord de la Seine, où nous avons regardé l'eau sombre couler sous le soleil bas, dorant les toits de Paris. Je ressentais un calme absolu, pas celui du désespoir ou de la résignation, mais celui d'une personne sûre de faire ce qui est juste. Je n'étais plus une victime. J'étais l'architecte de leur chute. « Tu n'as pas peur ?» a demandé Émile doucement. J'ai secoué la tête. J'avais peur avant. De leur mécontentement, de leur regard, de leur ton froid. Peur d'être seul. Mais j'étais déjà seul, toutes ces années. Maintenant, je ne le suis plus. J'ai regardé sa main près de la mienne sur le granit chaud. Je ne l'ai pas touché, mais sa présence suffisait. Nous sommes rentrés chez Camille le soir. Tout était prêt. Puis mon téléphone a sonné, un message vocal d'Étienne.
Je l'ai écouté en haut-parleur. Un silence, un sanglot étouffé, puis sa voix ivre, pleine de fiel et d'auto-apitoiement. « Maman, qu'est-ce que tu veux ? Tu crois que c'était facile pour nous ? On méritait cette maison. C'était notre droit, notre héritage. Tu as vécu pour toi tes livres, toujours tes livres. Nous, on devait trimer pour toi. On a juste pris ce qui nous revenait. Plus tôt, avant que tu ne dilapides tout pour tes caprices, tes maladies. Tu nous devais ça, pour la vie qu'on a dû supporter avec toi. » Le message s'est arrêté. Le silence était assourdissant. Émile s'est levé, le visage sombre. Camille serrait son stylo, les jointures blanches. Moi, je ne ressentais rien, rien qu'un vide. Ces mots parlaient d'une autre, pas de moi. Une justification égoïste pour leur bassesse. Tu nous devais ça. Ces mots étaient le dernier clou dans leur cercueil. Camille a copié le fichier audio. Une confession, a-t-elle dit. La preuve directe du mobile. Demain, ils n'ont aucune chance. Le lendemain, nous sommes allés à la maison de campagne. Je regardais par la fenêtre de la voiture de Camille, Émile à mes côtés. La maison était telle qu'il l'avait décrite. Grande, à 2 étages, avec d'immenses fenêtres et une tourelle ridicule. Construite avec mon argent sur les cendres de mon appartement, un monument à leur avidité. Nous nous sommes arrêtés devant le portail. Une voiture noire, élégante, celle des banquiers, était déjà là. Camille est sortie la première. Émile m'a aidé à descendre. Je portais une robe sombre et stricte, achetée la veille. Je n'étais pas une vieille femme abandonnée. J'étais venu reprendre ce qui m'appartenait. Dans le grand salon, meublé d'une opulence criarde, ils étaient là, assis à une table en chêne massif, Étienne, Claire et 2 hommes en costume. Leurs visages ont traversé un kaléidoscope d'émotions, agacement, perplexité, puis une terreur pure lorsqu'ils m'ont vu sortir de derrière Camille. Étienne s'est figé, blême, muet. Claire a réagi la première, son visage passant de la panique à une arrogance agressive. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? On t'avait envoyé dans un endroit pour te reposer. Tu t'es encore trompée ?» Elle s'est tournée vers les banquiers. « Messieurs, désolé, ma belle-mère a des problèmes liés à l'âge. Elle ne sait plus où elle est. » Elle jouait la même comédie qu'au téléphone, mais face à face, son mensonge était pathétique. « Bonjour, » a dit Camille calmement, contournant la table pour s'asseoir en face d'eux. Elle a posé une mince chemise sur la table. « Je suis Camille Vasseur, avocate, représentant les intérêts de ma cliente, Hélène Dubois. Nous sommes ici pour discuter, non pas d'une erreur technique, mais d'une escroquerie à grande échelle. » Les banquiers se sont regardés. Ils étaient dans le coup. Claire a ricané. « Quelle escroquerie ? C'est une affaire familiale. Maman est fatiguée, elle doit se reposer. » Mais Camille, impassible, a exposé les faits. La vente de mon appartement, le virement, l'achat de la maison. Puis elle a sorti le premier document. Voici le consentement notarié pour le prêt, avec la signature d'Hélène Dubois, et voici l'expertise graphologique prouvant que c'est un faux. Le visage de Claire a pâli. Camille a continué. Voici la déclaration du notaire, avouant avoir reçu un pot de vin pour certifier un faux document. Voici la liste des livres rares d'Hélène et les preuves de leur vente par vous, Claire Dubois, ce mois-ci. Claire s'est levée d'un bond. C'est un mensonge, une diffamation. Je vais vous poursuivre. Et voici, a poursuivi Camille sans hausser le ton, les déclarations de l'agent immobilier à qui vous avez montré la maison il y a 2 jours, discutant d'une vente rapide en liquide et de votre émigration en Espagne. Les billets sont réservés. Le silence était total, seulement troublé par le bourdonnement du réfrigérateur. Et pour clarifier vos motifs, a ajouté Camille, sortant mon téléphone et une petite enceinte. La voix ivre et haineuse d'Étienne a rempli la pièce. Cette maison était notre droit, notre héritage. On a pris ce qui nous revenait. Tu nous devais ça, pour la vie qu'on a dû supporter avec toi. Quand la voix s'est tue, Étienne a enfoui son visage dans ses mains, gémissant comme un enfant. Brisé. Claire a compris que tout était fini. Comme une bête acculée, elle s'est retournée contre lui. C'est lui. Tout était son idée.
Elle a sorti une chemise de son sac et l'a jetée sur la table. Voilà toutes ces lettres, ces plans. J'ai dit que c'était mal, mais il insistait, disant que tu étais vieille et stupide. Je ne vais pas en prison pour sa cupidité. Elle le regardait avec une haine féroce, et leur façade d'amour, leur famille, leur alliance bâtie sur mon pillage, s'est effondrée. Ils se dévoraient l'un l'autre sous mes yeux. C'était la fin, pas seulement de leur plan, mais de leur union pourrie. Je les observais, cet homme faible que j'appelais mon fils, cette femme prédatrice et apeurée, sans ressentir ni satisfaction ni vengeance. Juste une immense fatigue et une curiosité presque clinique. Était-ce pour eux que j'avais sacrifié ma vie? J'ai levé la main pour demander le silence. Et, curieusement, ils se sont tus. Même Claire, étouffée par ces accusations, m'a fixé. « Assez !» ai-je dit d'une voix calme et ferme. Je ne m'adressais pas à eux, mais aux banquiers, à Camille, à cette maison. Je veux que ce prêt soit annulé comme frauduleux. Je veux que la propriété de cette maison, achetée avec mon argent, me soit restituée. Et je veux que ces gens répondent de leurs actes devant la justice. Pour tout. La suite s'est déroulée rapidement, comme dans un film. Les banquiers, munis de toutes les preuves, se sont retirés, promettant leur coopération. 20 minutes plus tard, la police, appelée par Camille, frappait à la porte. Claire est sortie, le visage de Pierre, calculant déjà comment se défendre aux dépens de son mari. Étienne m'a regardé en passant. Ses yeux n'exprimaient ni haine ni regret, juste un vide enfantin, comme s'il ne comprenait pas l'effondrement de son plan parfait. À cet instant, j'ai ressenti une dernière émotion pour lui, une profonde pitié pour cet homme faible qui n'avait jamais grandi. Quand la porte s'est refermée, le silence a envahi la maison. Je suis resté au milieu du salon, entouré de canapés en velours criard, de cadres dorés, d'un lustre démesuré. Tout cela était étranger, mort. Cette maison n'était pas mon héritage, mais une tumeur née du mensonge et de la trahison. Je la regardais avec la clarté d'un chirurgien voyant la tumeur enlevée. « Vends tout », ai-je dit à Camille sans me retourner. La maison, les meubles, tout. Je ne veux rien garder. Ce n'était pas une compensation pour mes souffrances. C'était le fond de mon avenir, de mon nouveau départ. Quelques mois plus tard, les procédures judiciaires suivaient leur cours. Le procès d'Étienne et Claire était imminent, mais leur sort m'indifférait. Ils s'étaient mutuellement détruits par leurs témoignages. La maison était vendue, l'argent sur mon nouveau compte bancaire. Je me sentais étrangement légère. Et me voilà de nouveau sur un quai de gare. Le même brouhaha, la même odeur de fer et de voyage lointain. Mais tout était différent. L'air était frais, automnal, pas l'étouffante chaleur d'été. La gare était celle de Paris-Gare de Lyon, majestueuse, et non celle de ma petite ville. Et moi, j'étais différente. Je tenais le bras d'un homme, mais son coude n'était ni étranger ni dur. Il était familier, fiable. J'étais au bras d'Émile. Notre train nous attendait, une flèche rouge flambant neuve, pas un vieux wagon usé. Nous avions réservé un compartiment SV, spacieux, confortable, avec un petit bureau près de la fenêtre. Nos billets payés de nos deniers. Nous partions vers le sud, vers la mer, sans raison particulière, juste par envie, parce que nous le pouvions. Émile m'a aidé à monter, à ranger nos petites valises. Le compartiment sentait la propreté et une vague promesse de fête. Il a fermé la porte, nous isolant dans notre petit monde prêt à partir. Je me suis assise près de la fenêtre. Il s'est assis en face. Ses yeux, toujours aussi gris que le ciel de la Seine, ne portaient plus la douleur ancienne, mais une tendresse calme. Il a pris ma main à travers la table, sa paume chaude et rugueuse, comme ce premier soir dans le train. Mais cette fois, il n'y avait ni glace ni acier en moi. Juste une chaleur douce, profonde, le sentiment d'un foyer. Pas celui de briques et de béton, mais celui qu'on trouve en quelqu'un. Le train a démarré doucement, emportant loin les lumières du quai, loin de la ville qui m'avait sauvé, vers un nouveau chapitre inconnu. Mon émancipation était complète. Je n'avais pas récupéré d'argent ni de maison. Je m'étais retrouvé moi-même. C'était l'unique héritage qui comptait.